Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, conférencier, auteur, coach et thérapeute et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo, toujours avec mon ami Philippe Gabillet que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, comment faire de l'humour. Alors cette vidéo, j'aimerais en fait plus la proposer, l'orienter pour toutes les personnes qui prennent la parole en public et qui sont amenées comme ça à être devant un public et à être plutôt dans une forme de comment je transmets un message et comment je fais pour présenter un message qui soit vraiment impactant et qui soit vraiment intéressant tout en mettant à l'intérieur justement des rebondissements et je fais confiance à Philippe parce que j'ai vu ses conférences, j'ai vu ses vidéos et je crois qu'on a quand même affaire à un spécialiste au niveau de l'humour, hein. Je crois que Ça met dessus une certaine pression. N'est-ce pas? Mais je crois quand même qu'on pourra l'écouter à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que tu vas nous dire sur cette notion d'humour? Comment réussir à faire, à construire une blague? Parce que c'est différent quand ça sort comme ça et qu'on l'a pas préparé, avec le fait de, je prépare une intervention en public et j'ai vraiment un message plus ou moins fort, j'ai une équipe à guider, j'ai une conférence à réaliser devant un public, et j'ai besoin, dans cette conférence, d'avoir comme ça de l'humour pour faire des pop, un petit peu popcorn, d'émotion. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, en fait, il y a plusieurs écoles dans l'affaire. D'accord. Tu as, d'abord, tu as le premier niveau, mais la plupart du temps, on n'a pas les moyens les uns et les autres de faire ça. Il y a des gens dont c'est le métier. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu bâtis une conférence qui tient à peu près la route, tu vois, sur entre 18 et 30 minutes, et tu confies ça, il y a des jeunes dans les écoles de théâtre qui font ça très bien, des vanneurs professionnels, et puis ils vont, le problème c'est qu'ils vont te sortir des vannes à tout, derrière, tu te retrouves avec un texte qui va faire 45 minutes, et là pour le coup, il va falloir élaguer, parce qu'il y en a trop. Moi j'ai une de mes amies qui avait fait que ça sur un de ses spectacles, qui parlait d'un sujet un peu dur, et il fallait un peu quand même détendre l'atmosphère. Il m'avait dit, il y avait tellement de vannes qu'on finissait par croire que mon spectacle était un spectacle rigolo, alors qu'en fait c'était censé être un spectacle dramatique, mais dans lequel on se prenait pas trop au sérieux. Voilà. On dédramatisait en fait. Donc, alors il existe, pour ceux que ça intéresse, il existe une littérature relativement impressionnante, même techniquement, sur la construction de la vanne, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent, entre autres dans la littérature de théâtre. C'est-à-dire que dans tous les textes techniques, sur bâtir un one-man show, écrire des textes d'humour, etc. En langue française, il y en a quelques-uns qu'on trouve dans toutes les grandes librairies, et puis je dirais, alors en revanche, pour les gens qui sont à l'aise en anglais, alors là, il y a une telle technique du stand-up aux États-Unis qu'on trouve tout ce qu'on veut sur Internet. Moi, j'ai une approche un peu plus impressionniste là-dessus, c'est que j'essaye de jouer sur plein de tableaux. D'abord, quand je monte une conférence, je ne peux pas m'intéresser d'abord aux vannes, à l'humour, etc. Je ne peux pas. Donc moi, je considère que l'humour peut être de trois natures, mais ça c'est un point de vue qui m'est très personnel. Il va y avoir de l'humour qui va être de l'humour écrit, c'est-à-dire ce sont des éléments que je vais dire à certains moments qui sont censés faire rire et réagir la salle. Ensuite, il va y avoir un humour visuel, c'est-à-dire que je vais mettre des visuels qui, en tant que tels, vont faire réagir la salle en les faisant rigoler. Et puis, il va y avoir ensuite l'improvisation, mais qui va être en fait un humour interactif. C'est-à-dire tu parles d'un jeu de scène, là, un jeu de scène ou une interaction avec la salle. D'accord. Sachant que, bien évidemment, pour être clair aussi, ce qui est le meilleur ami de l'humour sur scène, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'en fait, faire rigoler une salle de 3000 personnes, sincèrement, c'est à la portée d'à peu près n'importe qui. Parce que les vannes les plus lourdes, les plus potaches, ça marche. Devant 25 personnes, faut commencer à faire attention. Donc, voilà. Au niveau de l'humour écrit, je peux avoir... d'abord, il faut avoir un espèce de cahier, un dossier, tout ce que tu veux, où il faut avoir par rapport au thème qu'on traite, trouver en permanence de la nouveauté. Alors ça peut être, dès l'instant où tu es sur un thème, ça on connaît, commencer à regarder dans des bouquins d'histoire drôle, dans des discussions avec des potes. Dès qu'il y a quelque chose, ou une citation, une chose qui te fait mal, il faut avoir une espèce d'endroit où tout est mis en désordre, mais où on sait que si on pourra les piocher quand on en aura besoin. Donc c'est essentiellement les domaines où on trouve beaucoup de choses amusantes aujourd'hui,
tout ce qui est histoire, les histoires drôles, qu'on peut d'ailleurs modifier en cours de route, tout ce qui est citation, une mine, ce sont les braves de comptoir de Goriot, parce qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers, et il ne s'agit pas d'ailleurs de les piquer, il s'agit de les adapter, d'adapter en fonction... D'ailleurs, si on commence à lire les brèves de comptoir, moi j'ai fait l'exercice, je dis souvent aux gens, relisez Goriot, vous avez un sujet, vous prenez les brèves de comptoir, vous lisez 10 pages de brèves de comptoir, il y en a au moins 5 ou 6, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elles parlent de votre sujet, mais en modifiant peut-être 2-3 choses, etc. Donc, on peut fonctionner comme ça. Ensuite, la deuxième partie, je dirais, le deuxième gros morceau, c'est tout ce qui va être image. Alors, au niveau image, il faut se méfier, comme de la peste, des images, je dirais, qui mettent en scène leur propre humour. Par exemple, je pense qu'il est maladroit, dans une conférence, d'utiliser du dessin humoristique de presse, parce que dire, on est en train de parler, et tout d'un coup, une image apparaît avec une légende, ça casse le rythme qu'on est en train d'avoir. Alors qu'en fait, on est en train... Bon, à un moment donné, je parle de l'optimisme. Je dis, vous savez, les gens, l'optimisme, souvent, ils se font une fausse image de l'optimisme. Hein. Ils se disent souvent, les optimistes, ils se la pètent. Donc là, je le dis, mais en tant que tel, les gens n'ont pas à réagir à ça. Sauf que moi, à l'instant même, à la seconde où je dis ça, j'ai une photo qui s'affiche où il y a un petit chat qui est en train de se regarder dans une glace, et dans la glace, il y a un gros lion. C'est le fait de dire, et là, il y a un problème de rythmique. C'est-à-dire, il se la pète, c'est au moment où j'appuie, les gens se la pètent. Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, je sais ce qu'il y a derrière moi, je ne le regarde pas. Je dis, il se la pète. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il se la pète tellement qu'ils en arrivent à faire des bêtises parfois. Et je rappuie, et j'ai une deuxième image qui apparaît où il y a un petit bonhomme, un petit lutteur de sumo qui est en train de s'attaquer à un gros, etc. En fait, c'est ce qui va être amusant, c'est que par rapport à un discours relativement académique que je suis en train de tenir, j'ai derrière moi des images ou qui disent la même chose, ou qui disent le contraire. Bon. Donc, alors ça signifie que quand on se balade sur Google, quand on se balade, il faut véritablement se créer une espèce de base d'images qui, sur le moment, mais d'ailleurs, même si on ne sait pas comment on les utilisera, on dit, attends, ça là, il y a quelque chose, je pourrais l'utiliser. Même si c'est une image un peu banale, dans un contexte donné, cette image banale, elle peut véritablement avoir une résonance. Bon. Et puis après, tu vas avoir tout ce qui va être de l'humour scénique, c'est-à-dire vis-à-vis des gens qui sont là. Alors, ça peut être, par exemple, prendre à partie la salle. Mais même si c'est une prise à partie totalement imaginaire. C'est-à-dire que tu sors une espèce de grosse blague sur la vie de couple, et si possible, parce que tu es un homme, en chambrant les mecs, ça c'est un principe de base, pas chambrer les femmes. Si tu es une femme, tu vas chambrer les femmes. Si tu es un mec, tu chambres les mecs. Moi j'ai tout un tas d'histoires comme ça, j'ai inversé les genres dans l'histoire, parce que si l'histoire je la raconte en mettant un homme ou une femme, ça va tout changer. Ça va tout changer, et ça va passer pour des propos sexistes, alors qu'en fait, si je change, c'est assez rigolo. Donc, à un moment donné, tu vas chambrer sur une histoire de couple, par exemple, tu sors une énormité, etc. Puis à un moment donné, surtout quand tu as beaucoup de monde autour de toi, tu dis, ah, non mais madame, madame de suite commence à s'enthousiasmer. Non, c'est une conférence, madame, je plaisante, bien évidemment. Et même s'il n'y a pas de dame, il y en a presque toujours une, ou il n'y a pas de mec, mais... Alors, voilà, l'idée c'est de créer un lien de complicité. Avec l'audience qui est en face. Il m'arrive souvent, à un moment donné, de chambrer gentiment les contrôleurs de gestion. Et quand j'ai un contrôleur de gestion dans la salle, je dis, est-ce qu'il y en a un? Allez, vous pouvez le dénoncer. Alors tu as tous les gens qui commencent à dire, oui, c'est lui. Ah, ben voilà, et vous vous appelez Jacques. Eh ben voilà, Jacques, je vous demande d'applaudir Jacques. Bon. Puis à partir de là, on crée quelque chose d'un peu sympa, sachant que dès l'instant où il y a interaction avec la salle, il y a une règle d'or qui ne doit jamais être transgressée, c'est la bienveillance. Je ne suis pas dans un spectacle, si tu veux, de théâtre, où je vais mettre mal à l'aise la personne. Non. Là, on est là pour que ce soit plutôt sympa, toujours avec gentillesse, et jamais de méchanceté, jamais de... Bon. Donc c'est une espèce d'atmosphère. Et puis, bien évidemment, tu as là-dedans une espèce de fil directeur, qui va être l'autodérision. C'est-à-dire se prendre soi-même, à un moment donné, comme objet, je dirais, de voir, moi il faut que je capitalise. Je capitalise sur mon âge, je capitalise sur le fait que je suis chauve, je capitalise sur le fait que voilà, je suis un prof, que j'ai jamais créé d'entreprise de ma vie. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, à un moment donné, dans le... par exemple, je capitalise sur le fait que je suis bordelais, un truc tout bête. Donc à un moment donné, je me mets à parler des vins, et je parle du Bourgogne. Je dis, bon alors, ce que je vous dis là,
il paraît que ça marche aussi pour le Bourgogne. Moi, j'en parle par oui dire, j'en ai jamais bu. Puis tu passes sur autre chose. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Mais peu importe. L'idée, ça va être d'avoir quelque chose qui crée l'interaction. Une interaction. Donc, un questionnement ou du moins quelque chose qui peut être surprenant. Et quand on bâtit une conférence, on ne peut jamais savoir à l'avance ce qu'on gardera en termes d'humour. Parce que moi, il m'arrivait très souvent, j'étais persuadé d'avoir une blague, mais qui était un truc hyper génial. Et je la fais une première fois, ça tombe à plat. Tu l'as mal raconté. Une deuxième fois, ça tombe à plat. Là, tu vois, tu te dis, attends. Stop. Bon, stop, faut arrêter. Et à contrario, ça, mais j'ai moi un ou deux exemples en tête, d'histoires, surtout, tu vois, sur des contes orientaux, des choses un peu... Bon. Je me suis dit, ça, c'est hyper sympa, mais c'est pas marrant, en fait. Hein. Et je le fais, et les gens trouvent ça hyper drôle. Alors là, tu vois, c'est le public qui a raison. Principe de base, le public a raison. Et là, dans ce cas, je vais la réutiliser. Voilà, on va être aussi, idem au niveau de l'humour, on fait des visuels souvent, et moi j'aime bien quand je fais une citation, en revanche, comme je la connais bien et je l'adore, mais dans ma citation, j'essaye toujours de trouver un visuel sur l'auteur de la citation, mais qui soit une caricature. Voilà. C'est-à-dire pas la photo du gars ou de la fille. Mais voilà, donc aujourd'hui, tu veux, quand tu vas sur le net, tu trouves en accès libre plein de données. Donc tu vois, trouver la petite caricature de Woody Allen au lieu de la photo de Woody Allen, ça ne coûte strictement rien, mais ça entretient cette ambiance aussi décalée qui est que le conférencier est quelqu'un qui, en 45 minutes, est là pour aussi... Quand même, il y a rarement un conférencier qui soit là pour plomber. Même quand le conférencier est là pour donner de la technique, il est là aussi pour inspirer les gens, donner envie d'eux. Et donc ça fait partie de ce... Surtout si on sait que le rire nous apaise. Nous apaise et nous rend parfois plus suggestibles. Voilà moi ce que je pourrais te dire en gros sur... c'est des chouettes conseils parce que là, en fait, reprenez la vidéo, vous allez voir qu'il y a plein d'éléments entre les livres, ce qu'on a abordé, etc., la littérature, le fait d'aller dans des écoles de théâtre, des choses comme ça, la réécriture, le fait d'écouter, de mettre dans des books comme ça, des choses que vous trouvez à droite à gauche. On peut dire aussi, moi je vous dis, il faut lire, mais lire du court, lisez des contes, lisez les contes orientaux, voilà, lisez, et même de temps en temps, feuilletez au-delà des livres de citation, des livres d'histoire drôle, etc., généralement, il y en a peut-être une sur 50 que vous allez pouvoir garder, mais celle-là, une fois que vous l'aurez travaillé... peut être un vrai punch, un vrai punch, un vrai popcorn, à un moment où j'ai besoin, si je parle d'un truc plus technique, plus compliqué ou émotionnellement difficile, mettre ça juste derrière permet aux gens d'avoir une nouvelle respiration. Et c'est effectivement ok. Écoute, merci Philippe. Merci Franck. Parce que c'est des beaux conseils, vous avez plein de choses à partager. Si vous êtes vous-même conférencier, si vous prenez la parole comme ça en public, si vous avez une équipe comme ça à manager et vous devez leur vendre des idées ou vous devez comme ça les amener à être inspirés sur une mission, pensez à leur envoyer la vidéo et je pense quand même qu'ils pourront trouver un certain nombre de conseils de la part de Philippe. Donc à nouveau, merci à toi Philippe. Merci. Ciao, à bientôt. Ciao.